Salut tout le monde! Il est l'heure, pas d'heure. Midi pile. Heure avancée de l'Est à Montréal. C'est important, je le précise, parce que vous écoutez comme bon vous semble, où vous voulez, quand vous voulez, l'épisode quotidien du podcast. Salut, en passant, bien heureux de vous retrouver. L'épisode du podcast. Donc, c'est important de préciser parce que des fois, vous pouvez dire pourquoi il dit ça. On sait que l'information, c'est ça. Alors, au moment où je le dis avec l'information dont on dispose, ce qui est parfait. Ce qui fait que si tu prends l'habitude avec ton mobile, comme vous êtes nombreuses à le faire d'ailleurs, mais vous êtes aussi nombreuses à mettre ça dans votre 50, 60, 70, 80 pouces à la maison. C'est un honneur que vous faites à la qualité de notre rendu, à la belle production qu'on a voulu faire avec ce podcast. Merci bien gros de faire ça, vous êtes bien fin. Le Canadien ne peut absolument pas se permettre de perdre le match de ce soir à Vancouver. Le Canadien ne peut pas non plus se permettre de perdre le match de demain à Seattle. 2 matchs en 24 heures. Sur la route à l'autre bout du spectre, Montréal qui voulait récolter 5 points sur une possibilité de 8 dans ce voyage névralgique de 4 matchs. Objectif, demeurer accroché au tableau potentiel des séries. La preuve, on est mal parti. On n'a qu'1 point sur 4 après 2 des 4 matchs du voyage. Et le constat, brutal. Subitement, à 4 points des Blue Jackets de Columbus et à 5 points des Sénateurs d'Ottawa, les 2 dernières équipes classées dans le tableau des séries au moment où on se parle. Ça glisse très vite. Faut que tu gagnes. Si tu ne gagnes pas une large part de tes matchs, tu vas être largué instantanément. Et là, tu vas donner pouvoir et raison à Gorton News Associates, qui auront le loisir de dire, nous, dans nos cartons, on savait bien que même à 1 point, ce serait compliqué de maintenir un rythme de tant de victoires d'ici la fin de la saison. Sauf que tout le monde s'entrebouffe. Si bien que le calcul que m'a apporté Renaud Lavoie récemment dans une mise en échec à TVA Sport, le calcul donne à peu près 89 points pour rentrer avec le dernier ticket dans le tableau des séries éliminatoires. C'est un plancher très, très bas qui témoigne, en revanche, d'une parité exceptionnelle. C'est ça que je veux dire par « ils s'entrebouffent ». Hier, les Sénateurs ont fait très mal aux Red Wings. Avec cette courte victoire pareille, 2-1, but gagnant, Dylan Cousins, 48 arrêts, Linus Ullmark. Ottawa va être dans les séries. Ottawa va avoir un ticket. Est-ce que Columbus peut rejoindre New Jersey, nous envoyer New Jersey dans les dédales parce qu'ils n'ont fait absolument rien, que dalle de significatif pour relever Jack Hughes blessé pour le reste de la saison? Tant mieux, ça pourrait ouvrir la porte à une autre perspective, à une autre place disponible en série. Donc, on n'est pas largué. Mais il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes. À date, là, je retiens là, parce qu'on a annoncé, c'est Sam ce soir et c'est Daubesh à Seattle demain. Ça veut dire que pour ce voyage le plus important de l'année, le Canadien est parti avec dans sa valise un seul extra, Michael Pezzetta. Pezzetta, dans les faits, va avoir touché à la glace parce que la toundra a pogné Patrick Laine. Et Jacob Daubesh va avoir eu 2 des 4 départs de ce voyage le plus important de l'année. À date, il y a 1-1 pendant la colonne des victoires. C'est là où ça compte vraiment. Mais il n'y a rien à voir avec la courte défaite de 1-0 à Calgary samedi. J'espère qu'il ne sera pas un facteur si une défaite devait survenir à Seattle demain. Parce que là, on se rappellera, tu sais, que... En tout cas. Jouera pas Pezzetta. Ça dépend du statut de Laine. Si Laine joue, j'ose espérer que le rappel de Roy devient un rappel permanent,
un vrai rappel et non un rappel d'urgence, puis qu'on brûle un des 4 vrais rappels auxquels on a droit, j'ose l'espérer. Je ne peux pas croire que pour ne pas brûler un vrai rappel, Laine revient, on joue Pezzetta, puis on retourne techniquement sur papier, du moins à Laval, Joshua Roy. En même temps, mettons que Laine joue. Tu veux-tu vraiment un trio pivoté par Alex Newhook, complété par Patrick Laine et Joshua Roy? Peut-être que toi, tu le veux. Moi, je préfère pas. Alors, dans ce cas-là, oui à la motion voulant que Gallagher se retrouve avec Roy et Newhook, une valeur de responsabilité et d'engagement, et qu'à ce moment-là, pour les mêmes motifs, Laine soit noyé peut-être avec Dvorak et Anderson. Autrement dit, Dvorak au centre d'un gars qui est obligé de mettre du WD-40 en se couchant le soir, de mettre son cadran au milieu de la nuit, de se lever, se remettre du WD-40. Puis la première affaire qu'il fait en essayant de débouler en bas du lit le matin, c'est de se remettre du WD-40. Puis après ça, il rouvre la boîte, puis il cherche les morceaux, puis il vis pour essayer de se remonter. Un gars qui est démonté, qui est déboîté, qui est disloqué, qui est magané, qui est éclopé, qui est poqué, puis qui a quand même récemment scoré. Un élève méritant et non pas un irritant. La tolérance, le seuil de tolérance, d'endurance à la douleur est une géométrie variable d'un athlète à un autre, c'est vrai. Mais s'absenter des cadres de l'équipe pendant plus de 3 jours pour des symptômes grippaux, honnêtement, là, puis je remets rien en doute, là. Je remets rien en doute. Vous avez vu la manchette ce matin, là? Je pense 111, 117, de section 111 à section 117, des cas de rougeole détectés au Centre Bell dans le match du 3 mars dernier contre les Sabres de Buffalo. Passez le mot, là. C'est quelqu'un qui a respiré dans la face de Patrick, puis Patrick, c'est un cas de rougeole, si c'est le cas. Mets ça à l'écart, mets ça en quarantaine tout de suite, c'est sûr. On ne veut pas que ça pullule dans le vestiaire. En dehors de ça, si vraiment ce sont des symptômes grippaux, un virus, il faut qu'il soit sévère en joie le vert. Là. Il n'y a pas beaucoup de gars qui, quand ils jouent pour leur saison, ne joueraient pas, même avec une gastroentérite. Donne-moi 4 Imodium, un bouchon de liège où je pense, puis let's go, bébé, on embarque. Non, mais je joue pour ma vie, moi, là. Mon club entre en série, là. Alors, Dvorak, la valeur de responsabilité, Anderson, puis la valeur un petit peu noyée, Laine. Newhook, le pinball, vous vous rappelez hier, la rondelle rentre, elle ressort. La valeur de responsabilité et d'engagement, Gallagher. Et le kit plein de talent avec une chance à saisir, Joshua Roy. Pars avec ça. De toute façon, pars avec ce que tu veux. Mais pars. Puis si Laine ne joue pas, tu es obligé de jouer Pezzetta. Sur un dos à dos, c'est une catastrophe parce que tu vas être obligé de doubler les minutes de Pezzetta. Il en a joué 4, tu vas être obligé d'en jouer 8. T'as pas le choix parce que sinon, tu en joues 25 à Suzuki puis 23 à Caulfield. Ils vont avoir l'air de quoi à Seattle demain? Dans un dos à dos. Tu peux pas donner au centre de ton premier trio le même nombre de minutes que tu donnerais à ton premier défenseur. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu l'exposes beaucoup trop à commettre des erreurs mentales qui coûtent des buts. Tu l'exposes beaucoup trop à courir après la rondelle parce qu'il est 1 seconde en retard au lieu d'être 1 seconde en avance sur le jeu. Sa lecture est moins bonne. La fatigue est là. Tu ne gagnes pas des games de hockey de même. Faut que tu distribues ton temps de glace admirablement. Pour ça, faut que tu aies confiance aux 12 maillons de ta chaîne en attaque. Martin n'a pas confiance à Pezzetta. Je peux pas en vouloir à Martin. Voyons, calvaos. Personne n'a confiance en Pezzetta, si bien que Pezzetta lui-même n'a pas confiance en lui. Hey, ça fait beaucoup de Pezzetta, hein? Ça devrait pas être ça. Puis c'est pas de la faute de Michael, là.
Qui c'est qui l'a mis là? Qui c'est qui le maintient là? Puis qui c'est qui s'est pas assuré qu'on ait un autre de qui parler à la place de lui? Faut que Laine joue. Qu'on distribue le temps de glace plus honorablement. Qu'on arrive un petit peu plus frais demain à Seattle, quoi qu'à soir, tu peux pas perdre. T'es all-in pour gagner le match de ce soir. Puis après ça, tu seras all-in pour gagner le match de demain. T'as pas le choix. Tu joues pour ta vie. Tu joues pour ta saison à chaque calvasse de match. Columbus, pas parti pour dérougir. Ottawa, pas parti pour dérougir. Malheur en fut les Devils, pas capables de suppléer à une perte épouvantable Jack Hughes. New Jersey dans le trouble. Faut flairer l'odeur du sang. Faut flairer l'odeur du sang. Les Red Wings, toujours pas complètement largués, là. Malgré plusieurs défaites, c'est sans ligne. Toujours pas complètement largués. Les Rangers, toujours pas complètement largués. Il y a du monde qui sont là, qui lève la main et disent « Hey, comptez sur nous autres, on n'est pas morts, on respire. » Tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Il faut qu'on adopte cette attitude-là. Il faut qu'on soit l'animal blessé. Le Canadien doit être l'agresseur ce soir. Ils ne vont pas trapper les Canucks. Ça va battre de vitesse les Canucks. Prendre une avance, tenter de la protéger. Ça va gagner une game de hockey. Fais ça comme tu veux, ramasse 2 points. C'est juste ça. Le reste m'importe peu. Hockey Canada annonce une refonte en profondeur. Tiens donc, intéressant. On souhaite nommer un vice-président aux opérations hockey et un directeur général à temps plein pour les sélections nationales U20, laquelle sélection dispute annuellement le championnat du monde de hockey junior, puis la sélection nationale U18. Des postes à temps plein, des candidats que l'on souhaite être bilingues. Maintenant, qu'est-ce que c'est être bilingue? Philippe Boucher est parfaitement bilingue. Jocelyn Thibault est parfaitement bilingue. Voilà 2 excellents candidats de première ligne, tant qu'à moi, pour occuper ce type de fonction-là. Et il y en a d'autres, et la liste est longue. Il reviendrait donc à 2 Québécois francophones d'origine, parfaitement bilingues, d'occuper ces postes. Sinon, qu'on me présente les candidats Canadiens d'origine anglophone qui ont un français pas acceptable, un français impeccable, pas un français correct, mais je vais prendre des leçons. Non, 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 non. Day one, tu parles français aussi bien que tu parles anglais, ou en tout cas pas loin. Pas loin. Ne te demande pas 8000 mots de vocabulaire. Peux-tu au moins en avoir 80 comme Tony? Pas trop demander, là. Tu peux faire une grosse carrière avec ça. Être capable d'adresser des situations et de parler aux gens dans les 2 langues officielles. Philippe Boucher, allô? Allô, Phil? Hé, le grand Phil? Je détesterais le perdre comme collaborateur. Mais je ne détesterais pas qu'il occupe une position comme celle-là. Il a tout fait. Dans les sphères de Hockey Canada, dans les sphères du hockey junior, du hockey professionnel, joue à tous les niveaux, a dirigé à plusieurs niveaux, candidature de premier ordre, candidature de choix. Hockey Canada, ils y ont mis le temps. Et c'est pourtant pas faute d'argent, là. Du fric, ils en ont plein les poches, là. Même quand la nation a été attaquée par leur laxisme indécent à agir sciemment contre des mécréants, jamais ils ont manqué d'argent. Même si pendant une couple d'années, les commandites étaient au rendez-vous, ils ont fait les coupures drastiques pour essayer de nous faire payer le prix du fait que les commanditaires les ont lâchés. Non, non, vous nous faites payer le prix à nous autres par votre faute à vous autres. Parce que vous avez fait preuve d'un laxisme indécent. C'est honteux. C'est scandaleux. C'est abject. On aurait dû mettre la hache dans l'organisme au grand complet. On n'a pas été capable de le faire.
Pas qu'on n'y a pas réfléchi, pas qu'on n'a pas essayé, on n'a pas été capable de le faire. On étant les instances suprêmes. Gouvernement du Canada et le cas échéant, les gouvernements provinciaux après, avec les officines provinciaux, notamment Hockey Québec. Je vous en reparle dans quelques minutes. Alors, c'est une bonne affaire, le VP Hockey et le directeur général, ne serait-ce que pour s'assurer d'un processus plus sain de sélection des effectifs. On songe embaucher des recruteurs dans toutes les provinces canadiennes également. Des gars qui vont amener leurs notes, qui vont noter des kids, qui vont les suivre sur plus qu'une performance, un match, un soir donné. On veut prendre des moyens pour éviter la honte nationale de se faire pelleter. Parfait! Je peux pas être contre la vertu. Sauf que, chemin faisant, on ignore l'essentiel. Le problème est à la source, à la base de la pyramide. C'est là où c'est corrompu, c'est là où c'est gangréné, c'est là où c'est pas propre, puis c'est là où ça commence à pas être le fun. Chez les Timbits, dans le programme MAG, d'un Pacifique à l'autre, là, ça marche pas. Le système ne marche pas. Alors, avant de dire on va voter 1 million de salaires et dépenses pour 7-8 gars qui vont travailler à temps plein pour 2 sélections nationales annuelles, qui autrement devraient pas mal crever les yeux pareil, là. On peut-tu affecter encore plus d'argent à la base de la pyramide? On peut-tu nettoyer la soue? On peut-tu cotiser moins puis redonner plus? On peut-tu former davantage de coachs qualifiés? On peut-tu s'assurer que point de formation adéquate, t'enseigneras pas les rudiments du hockey à des kids de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans? On peut-tu s'assurer qu'à la base, là, on refait complètement le programme de développement? Qu'on l'amène dans les écoles, même aux primaires pour les pun-pun. Même aux primaires pour les pun-pun. Tu veux du hockey civil? Il va rester du simple lettre. Même pas du A. C'est du B, B+, B-, on s'en fout. C'est du B. Tu veux jouer pour le fun? Tu joues pour le fun. Une pratique par 3 semaines. Un match par semaine. Tu as droit à un tournoi par année. Fin de l'histoire. Ah ouais, dans les écoles, avec des profs diplômés, formés, un programme que tu dois suivre à la lettre, qui a été mis à rude épreuve. Allons voir ce qui se fait ailleurs au lieu de les regarder de haut en disant « Nous autres, on sait comment. » Armand, tu sais plus comment. Puis tu commences à te faire piler d'en face de plus en plus souvent. Tu ne sais plus comment. Faut que tu t'attaques immédiatement à la base. Faut que le kid qui va rentrer en septembre prochain dans la pyramide du délire de Hockey Québec / Hockey Canada, faut que ses parents soient bien au fait qu'il va être bien pris en charge, qu'il va être bien pris en main. Que les coachs qui vont, dans les mains de qui il va passer, vont être fédérés et surveillés. Qu'on va les mettre en examen eux aussi, régulièrement. Aléatoirement, mais régulièrement. Qu'on va les scouter, les surveiller, qu'on va les regarder de proche pour être sûr que c'est les bonnes personnes pour développer les bons joueurs de hockey de demain. Qu'on fasse ça de la bonne manière. Le problème, il est à la base, à la source. Là, on réagit en haut. Mais oui, tu réagis en haut. Tu vas faire quoi avec ceux qu'on ne t'amènera plus en haut? Comment ça se fait que, tu sais, cette année, tu n'as pas choisi des gars des collèges américains que tu aurais très bien pu choisir et qui auraient fait probablement un bien meilleur job que les gars que tu as choisis dans les fêtes? Tu n'en as pas choisi assez des collèges. C'est-tu parce que tu les boudes? Ah oui, tu te permets encore de faire des trips d'ego et d'orgueil. Ça va bien. Ça va très bien. Ça veut dire que tu as un complexe de supériorité qui est indécent. Tu es au-dessus de la ligue. Tu es au-dessus de toutes ces affaires-là. C'est gênant. C'est gênant. Mais je ne peux pas être contre la vertu. Ça demeure quand même une bonne nouvelle.
Fait que je viens de passer 10 minutes à cracher dans la soupe pour finir en disant « Je crache pas dans la soupe, là! » Au fait, le prochain championnat du monde de hockey junior est en sol américain, épicentre au Minnesota. C'est les Gophers Université du Minnesota qui prêtent l'aréna, le 3M Center, le centre 3M Innovation, pour les matchs du groupe B. Les Américains ont le droit, comme pays hôte, de demander des exemptions. Ils ont demandé une exemption pour que le Canada dispute la ronde préliminaire dans le groupe B. Ce que ça fait, c'est que ça provoque un choc, un duel Canada-États-Unis dans la ronde préliminaire qui va faire ça le comble et qui assure des recettes et des revenus. On est toujours dans une entreprise de générer de l'argent. Et ça fait en sorte qu'ensuite, avec le croisement des poules, le Canada et les États-Unis, si la logique est respectée, pourraient se revoir en grande finale. Une autre salle comble et encore du revenu. Ils ont le droit, comme pays hôte, à ce type de privilège. Donc, il n'y a pas de scandale. Et nous, ça pourrait nous donner droit à 2 chocs Canada-États-Unis. Il n'y a vraiment pas de scandale. On est excités de ça. Rapidement, sur nos amis de Hockey Québec, c'est ici, à cette tribune, que j'avais révélé que Granby n'avait pas vu venir pantoute l'instauration, l'arrivée du tournoi international de hockey bantam de Laval en confrontation frontale aux mêmes dates avec le tournoi international de hockey bantam de Granby qui existe depuis 55 ans, qui a commencé tournoi local, qui est devenu tournoi provincial, qui est devenu tournoi national en acquérant ses lettres de noblesse et tournoi international en les acquérant encore plus. Mais qui, là, est menacé carrément d'extinction, d'être tué dans l'œuf par la présentation d'un tournoi similaire aux mêmes dates, mais avec un point culminant à la Place Belle de Laval. Comment l'Arena Grondin à Granby va être de taille avec ça? Impossible. Bien, Michel Leblanc, président de Hockey Laval, a dit qu'il n'était pas au courant de ce tournoi-là à Laval, qu'il n'est pas de bonne humeur de ça, qui trouve ça totalement abject et irrespectueux envers les gens de Hockey Jeunesse Granby, le hockey mineur de Granby et l'organisation du tournoi international de hockey bantam là-bas, et qui va chaudement recommander à tous ces bénévoles de ne pas contribuer à titre de bénévole à ce tournoi-là. Maintenant, s'il y a un tournoi international de hockey bantam qui se plante à Laval et que Hockey Laval n'est pas au courant, qui est au courant? Ça veut dire que c'est la région Laval-Laurentides-Lanaudière qui pilote ça? Ou c'est Hockey Québec directement qui reçoit une offre d'un privé externe et qui décide d'homologuer ce tournoi-là et de l'autoriser dûment envers et contre Granby? Ça demeure un calvaire de scandale. Un petit scandale de rien du tout? Non, c'est un scandale qui étale la faiblesse de la patente, la faiblesse de la machine, l'indécence de la machine. Quand tu bafoues tes propres membres cotisants depuis tellement d'années, quand tu fais un tournoi, tu envoies des cotisations à Hockey Québec. Là. Ça fait 55 ans que Granby cotise à Hockey Québec avec son tournoi Bantam, puis son hockey jeunesse. Puis là, tu les mets à mort purement, simplement et cavalièrement de même, parce qu'il y a 2-3 big shots qui débarquent pour faire un gros tournoi international à Laval. Je sais même pas c'est qui. J'attaque personne, là, je ne sais pas c'est qui. Je vais finir par le trouver, je vais vous tenir au courant. Mais ça pue, cette affaire-là, une affaire terrible. C'est une concurrence déloyale, bouncée par Hockey Québec envers un de ses membres, cotisant depuis 55 ans à Granby. Voyons donc. Après, il faudrait penser que ça va bien. Ben oui, ça va bien. Joyeux Noël. Bravo à Nathan MacKinnon. Je pars à un club de hockey. Demain, je pars avec Nathan MacKinnon. Je pars pas avec Colton McDavid. Je pars avec Nathan MacKinnon. Je pars-tu avec Kyle McCarr? Peut-être. Mais je pars avec Nathan MacKinnon. 100e joueur de l'histoire de la Ligue nationale. Le chiffre est magique. Parce qu'il n'y aura plus jamais 100e joueur à atteindre la barre des 1000 points. C'est extraordinaire. Ça fait entrer encore un peu plus dans la légende MacKinnon. 3e de l'histoire des Nordiques / l'Avalanche. Après Peter Thothny et Joe Sakic. Mais si Patrick se fâche pas en 2013 à la table des recruteurs de l'Avalanche du Colorado, puis là, tout le monde fait le saut parce que le coach, d'habitude, c'est un poster boy. Il arrive à la table, il chique la gomme,
dit des niaiseries, puis n'a jamais son mot à dire, se mêle pas de ça. Patrick qui arrivait du junior, qui avait vu McKinnon, l'avait eu d'en face à Halifax, lui coachait Québec, met le poing sur la table, disant « Hey, êtes-vous fou, Seth Jones? Je l'ai même pas vu, je veux pas le voir. Barkov, je l'ai pas vu, je veux pas le voir. Si vous prenez pas Nathan McKinnon, vous êtes tous des incompétents, vous devriez tous perdre votre job. » En gros, c'est à peu près ce qu'il a dit. Ils ont tous plié. Patrick a fini par sacrer son camp de lui-même, laissant plusieurs millions sur la table, ce qui l'honore. Mais ils ont tous plié pareil. Ils étaient tous contents de le voir partir. Mais si Patrick ne met pas son poing sur la table, puis c'est pas McKinnon qui débarque à Colorado, est-ce que l'Avalanche a une Coupe Stanley? Est-ce que l'Avalanche est sur le point de lutter pour en gagner une autre? Pas certain de ça, moi. Vraiment pas certain. Merci du fond du cœur à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Bien des affaires à vous annoncer en lien avec ce partenariat majeur et ce partenariat fondateur de la plateforme Jean-Charles en Liberté. Je vous retrouve pour d'autres détails, notamment répondre à la question de Fred Lévesque, un des distingués membres de l'équipe qui entre dans le vestiaire pour le rejoindre et tous les autres et toutes les autres. Patreon.com/Jean Charles 1 Liberté. Compliqué, mais ça se trouve. Et tu entres dans le vestiaire, tu deviens joueur actif pour d'autres contenus exclusifs et diverses promotions exceptionnelles ou des rassemblements comme le Six-Pack du samedi qui a eu lieu le week-end dernier. On se retrouve dans le vestiaire dans quelques instants. Merci bien gros d'avoir été là. À demain, midi. Salut.